Mon idée est la suivante. J'abrège un peu, mais si on attend, après les gouvernements, après les parlementaires, pour s'occuper réellement de la biodiversité qui nous entoure, on risque d'attendre très longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que le thème de la biodiversité n'est pas à l'ordre du jour des parlementaires. Ça n'est pas leur travail, ça n'est pas leur vocation. Et ils sont sinistres crasses. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut remarquer. Autant les maires, les conseillers généraux sont obligés de s'occuper de ces questions, parce qu'ils sont proches de leurs électeurs, parce que c'est dans leur domaine d'action, autant les conseillers régionaux aussi maintenant avec les réserves naturelles régionales, autant les parlementaires, eh ben, ils n'ont aucune initiative, ils prennent hélas, aucune initiative en la matière, et donc il faut qu'on ne peut pas leur faire confiance pour s'occuper de la biodiversité à l'échelon national. Alors, moi je me suis dit, c'est pas possible qu'on laisse une situation pareille se dégénérer, il faut qu'on s'appuie sur les citoyens au quotidien. Et ça marche vraiment bien. De vous montrer qu'avec ce petit exposé que je vais vous faire, que finalement la biodiversité, ça n'est pas que les forêts tropicales et les pays lointains, mais c'est aussi ce que nous avons sur les murs de notre maison, dans nos caves, dans notre grenier, derrière nos volets ou dans notre jardin. Et c'est finalement un appel au secours que je vous lance. Si chacun d'entre nous, on crée un refuge de bio dans son jardin ou sur sa terrasse, si on plante des plantes locales, si on pose des nichoirs, etc., on peut, à notre échelle, préserver la biodiversité. Et ce lieu pourrait devenir, par exemple, une commune pilote en la matière. Alors, on viendrait de très loin pour voir. Écoutez, moi j'étais à Montier-en-Der, au festival de la photo animalière. Eh bien, je vais vous dire un truc. Ces types, 43 000 visiteurs l'année dernière. Je vais vous dire un autre truc. Ils font plus de recettes dans les restos, les magasins, les hôtels du coin que pendant la saison d'été où il y a les touristes de toute l'Europe qui viennent se baigner, faire du bateau, pêcher, etc. Et bien ces gens-là, ils ont démontré que la biodiversité, elle a une grande valeur. À charge pour nous, chacun dans notre coin, de bien connaître notre biodiversité, de la montrer aux gens, et finalement d'en tirer parti au niveau économique, parce que finalement la biodiversité, ça rapporte beaucoup, parce que ça aide l'agriculture, ça aide la forêt, ça aide l'épuration de l'eau, ça aide la pollution de l'air, etc., etc. Voilà. Donc c'est un appel au secours. Je vais vous montrer comment faire, avec un petit peu d'astuce, sans forcément dépenser beaucoup d'argent, pour que la biodiversité soit préservée dans votre environnement quotidien. Alors, l'espèce humaine, le mammifère humain, aujourd'hui, la plupart, de plus en plus, on vit en ville. Alors vous avez de la chance, vous êtes encore dans un environnement tranquille, mais c'est un peu ce genre de biotope, c'est-à-dire où la végétation est réduite à un petit buisson assez dégradé, acheté en jardinerie, une pelouse très piétinée, et puis alors, bon, très minérale. L'eau, alors il y a un peu d'eau, mais elle n'est pas forcément à l'endroit où on voudrait. Quant à la matière organique, elle est abondante, mais là aussi, on s'en met plein les pattes, mais c'est pas terrible. Alors, vous voyez, ce genre de biotope, et ben ça c'est la façade de l'hôpital de Grenoble. Ben moi, de rien de voir ça, ça me rend malade. Alors, évidemment, il y a un petit peu de couleur avec les tags qui sont de plus en plus nombreux, mais on pourrait rêver mieux. Et puis, l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait laisser une petite chance à la ville, parce que finalement, dès qu'on lui laisse cette petite chance, elle la saisit à tous les coups. Alors, je vous montre cette photo parce que c'est un poteau de signalisation de stationnement, probablement, qui était sur un trottoir, qui a été cisaillé, on l'a enlevé. Et puis, donc, vous voyez que sur le béton, il y a un petit rebord en métal qui a été cisaillé. Et puis, au milieu, il y a un peu de poussière qui s'est installée avec le vent, et tout de suite, deux plantes qui s'installent. Donc vous voyez, dès qu'on laisse un petit peu, ça marche. Et donc il faut laisser une chance. Voilà. Alors, évidemment, le citadin qui rêve un peu d'espace, de nature, etc., pour lui, c'est la maison traditionnelle. Alors, le français il est un peu particulier. Il va, dès qu'il aura la chance d'avoir une maison, avec un peu d'espace autour, c'était aussi mon rêve, et heureusement j'y suis arrivé, je vous montrerai tout à l'heure, mais il va mettre une clôture, et puis un gros chien méchant dedans, parce que c'est son territoire. Vous savez, les mammifères, ils sont territoriaux. Alors, bon, il ne va pas pisser au bord, mais presque.
Et alors, il va faire en sorte que ce petit bout de terrain au milieu, ben, ils ne sont pas terribles. Alors, il va déjà bétonner une bonne partie pour que la voiture puisse aller piétiner la pelouse. Et la pelouse, elle va être tellement tendue que finalement, il mettrait une moquette, ça serait pareil. Et puis, il va nous mettre du béton vert pour la clôture. Enfin, voilà. Bon. Alors, c'est la maison, ça me suffit. Et alors, évidemment, on fait un peu de décoration, un vieux pneu avec des fleurs en plastique. Au moins, ça ne prend pas trop d'eau. C'est bon pour l'effet de serre, parce que bon, avec la sécheresse, il y en a de moins en moins d'eau. Donc voilà. Alors, je ne vous épargne pas le petit nain de jardin, voilà, avec. Bon, alors. Et ben voilà, moi c'est la maison que je rêvais d'acheter. C'était dans le Berry d'ailleurs. Ouais, c'était dans le Berry. Et c'est une maison avec plein de fleurs, plein de bruit, plein de chants d'oiseaux, plein de bruissements d'insectes, plein de couleurs. Et on sent qu'elle a vécu. Et quand j'allais dans une agence de voyage, immobilière, je vais aussi dans les agences de voyage, mais pour autre chose. Bon. Alors, pour chercher une maison, alors j'avais toujours une belle nana, beau décolleté, bien fermée et tout, qui me regardait d'un air langoureux en disant oui, alors j'ai une belle maison avec une super cheminée, une salle de séjour de 40 places, avec une vue sur le massif de Beldon. Je dis moi ça, je m'en fous, ce que je veux c'est des lézards sur les murs et une chouette dans le grenier. Alors, évidemment, j'ai eu un peu de mal, mais finalement, j'ai réussi quand même à trouver, et vous allez voir que c'est possible. Alors, en fait, mon exposé, il va dérouler en 4 parties. C'est les 4 grandes notions qu'il faut retenir. C'est d'abord soigner le paysage végétal, ça c'est la première des choses. Et ça, c'est pas les naturalistes qui sont dans la salle qui vont me contredire. C'est déjà ça qu'il faut travailler en premier. Ensuite, on peut installer des gîtes pour la faune. Ensuite, on peut offrir la nourriture de poissons. Et puis, on peut supprimer les pièges et le dérangement. Voilà. Alors, vous voyez les petits logos comme ça. Vous verrez, vous suivrez les petits logos à gauche, là. Enfin, ici, c'est à gauche. Ça vous permettra de suivre l'état d'avancement. Alors, voilà. Et j'ai trouvé ma maison. Et en fait, je ne l'ai même pas visitée, mais quand j'ai vu le jardin, j'ai tout de suite pris. Alors, j'aurais dû d'ailleurs la visiter, parce que après, je me suis rendu compte que on aurait pu faire. Enfin bon, le jardin était génial, parce que quand je suis arrivé dans ce jardin, c'est cette photo. Non, c'est un peu plus tard, parce que oui, il y a des nichoirs, les nichoirs, ils n'étaient pas. Mais quand je suis arrivé dans ce jardin, avec un verger fleuri, et avec une prairie, avec des fleurs dessous, des marguerites, etc., moi, j'avais ça, c'est l'image du bonheur. Et bien, quand vous regardez bien, et puis je pense ici, dans le moment où nous avons aussi cette idée-là, c'est que, finalement, on se pose la question, pourquoi dans les publicités à la télévision, on a toujours ce genre de paysage? Eh bien, tout simplement parce que ça représente le bonheur parfait pour un Gaulois ou un paysan du Moyen-Âge. C'est-à-dire, s'il y avait des fleurs, ça voulait dire qu'il y aurait des fruits, a priori, et s'il y avait de la prairie assez haute, ça veut dire que les bêtes et le bétail allaient bien manger, et que donc, pour cette année-là, on n'allait pas crever de faim. Et donc, c'est probablement une idée qu'on a intégrée dans notre cerveau du paysage traditionnel français, agricole, bocager, etc., avec du bétail, etc., qui représente une idée du bonheur. Et moi, j'ai vraiment flashé quand j'ai vu cet espace, avec des grands arbres, etc. Je suis allé les toucher, puis leur dire, écoutez, je vais vous acheter, et tenez bon, parce que vous n'allez jamais être coupé. Alors, soigner le paysage végétal, ben voilà, les 3 bêtises à ne pas faire. Je commence par la plus grave, c'est le maïs. Ce paysage devant, là, bon, avec tous les intrants, etc., je ne parle pas des OGM, mais le maïs, c'est la culture la plus désastreuse pour l'écosystème et pour la faune et la flore. Dans un champ de maïs, à part les sangliers qui vont venir de temps en temps, puis maintenant les surmulots, ça c'est une grande nouveauté, les surmulots, ils ont compris que là, ils pouvaient bouffer tranquillement. Et on a maintenant des colonies de surmulots en milieu ouvert dans des champs de maïs. Et ça va nous poser des drôles de problèmes en termes de biodiversité. Bon, donc il n'y a jamais un papillon, les abeilles, elles ont horreur des champs de maïs, et donc
Voilà, c'est le truc à ne pas faire. Derrière, on a une deuxième bêtise, un peu moins grave, qu'on peut réparer, c'est les haies monospécifiques. Alors là, c'est du tuya, et c'est l'illustration classique du dicton « ne jamais mettre les œufs dans le même panier ». Si vous mettez tous les œufs dans le même panier et que vous vous cassez la figure, ben, tous les œufs sont cassés. Et si vous mettez dans deux paniers différents, il y a peut-être un panier qui ne va pas être cassé. Voilà. Alors, donc, faites des champêtres, faites des variés, mais vous voyez ici, il y a eu un accident climatique ou un parasite, je ne sais pas, une maladie s'installe et donc toute la haie va être foutue. Et bien ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. La grande loi, c'est la diversité des sources d'équilibre. Donc, plus ça sera diversifié, plus on sera en stabilité, en équilibre. Alors derrière, on a, en fait, c'est une erreur, mais pas tant que ça. Le saule, c'est un des arbres qui héberge la plus grande quantité d'espèces différentes d'insectes. Alors je ne sais pas s'ils ont besoin de se soigner, hein, parce que c'est dans le saule qu'on trouve la spirée, mais en tout cas, planter des saules, parce que ça c'est vraiment un truc qui marche bien, ça pousse bien, et on peut faire des saules têtards, c'est encore mieux. Et il n'y a pas besoin de faire des saules pleureurs, comme on voit là. C'est-à-dire on n'a pas besoin de les trafiquer. On peut prendre des saules de chez nous et planter des saules, et ça n'a pas la peine d'avoir ces saules pleureurs. Voilà. Alors, Dominique Saulkner nous montre comment on fait des haies champêtres, 2 ou 3 rangées, avec intercalées, avec un paillage. Là, il fait un paillage avec du feutre, mais on peut faire avec des écorces, on peut faire avec des tas de choses. Et en tout cas, des jeunes plants, de telle sorte à varier les couleurs, donner à manger aux oiseaux ou aux gens aussi. On peut mettre des baies, c'est pas bien pour nous aussi. Alors là, vous avez un truc. Si vous voulez vous baigner tout nu dans votre piscine, vous ne voulez pas que vos voisins vous voient, je ne vois pas d'inconvénient, mais là, dans ce cas-là, vous faites une rangée diversifiée à gauche, vous voyez, sur le bord de la voirie, ou du chemin, et puis à droite, vous mettez une haie uniforme qui vous plante. Maintenant, vous pouvez aussi prendre du buis, des charmilles, du troène, ça planque assez bien, et c'est en tout cas plus intéressant que le laurier cerise, qui, je vous le rappelle, si vous le faites cramer quand il est encore vert, ça dégage de l'acide cyanhydrique. Il faut quand même savoir qu'une grosse partie de la pollution de l'air aujourd'hui dans nos villes est liée au feu de jardin, notamment dans les banlieues, qu'on fait avec des végétaux qui ne sont pas secs, et il y a donc une législation particulière qu'il faut respecter. Alors, la prairie, souvent, et notamment dans les cours de collège, au lieu de nous faire des prairies fleuries, on nous fait des gazons bien tondus. Alors c'est extrêmement idiot parce que ça oblige le personnel à tondre régulièrement. Alors pendant que vous êtes en cours, vous avez le petit... Alors là c'est vachement bien pour essayer de se concentrer. Et ça coûte un pognon fou pour le personnel pour faire ça. Et c'est idiot. Alors que si vous faisiez une prairie fleurie, d'abord il y aurait des fleurs, il y aurait des insectes. Bon, la leçon de sciences nat, on pourrait la faire dans la prairie. Ça serait super sympa, on verrait des tas d'animaux, et puis ça coûterait bien moins cher en entretien, parce qu'on ferait une fauche, voire deux, si on veut faire une fauche tardive, à la fin de l'été. Alors toujours, quand on fauche évidemment un espace comme ça c'est dans mon jardin, on fauche par le milieu, et on va sur les côtés, de telle sorte que quand il y a des animaux, un orvet, un jeune lapin, ou un lièvre, ou un chevreuil, n'importe quoi, ben, ça s'écarte sur les côtés, et que ça ne se trouve pas prisonnier au milieu du dernier îlot. Si on commence par l'extérieur, on a concentré toute la faune au milieu du dernier îlot, et quand on passe dessus, on flingue tout. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait expliquer aux paysans. Alors il faut quand même... Il faut qu'ils aient un matériel adapté. Mais ça, ce serait si on était capable de mettre ça en place dans un parc régional en disant, bah, écoutez, vous avez des champs à faucher, bah, nous on vous explique, on fait des cours pour vous apprendre à faucher de l'intérieur à l'extérieur, on sauverait beaucoup de choses. Ça nous permettrait d'avoir des marguerites, des tas de fleurs, et évidemment tout le cortège d'animaux qui va avec, des sauterelles, des grillons, des orvets,
et des petits rongeurs, évidemment, des musaraignes, et puis aussi des prédateurs, c'est-à-dire des araignées. Voilà. Alors, c'est quand même plus sympa de voir s'arrêter au feu rouge et puis d'avoir des coquelicots, des lavandes, etc., que le fameux trottoir en béton avec des galets moulés dedans, hein, où on a du mal à marcher dessus, et puis on s'ennuie à mourir, et puis évidemment, on va trouver des canettes cassées dessus. Alors, quand même une petite leçon, mais je pense qu'avec vous, j'aurai pas de souci, parce que c'est toujours là que je me fais agresser. Parce que quand je parle du lierre, on me dit que je raconte des bêtises. Eh ben non, le lierre, c'est super intéressant pour la biodiversité. D'abord, pour nous, c'est une plante médicinale. Ensuite, pour les abeilles, c'est une des rares plantes qui fleurit pendant l'hiver, la mauvaise saison. Et qui donne des baies aussi pendant la mauvaise saison. Alors, les mères, les grilles, les fauvettes qui restent encore chez nous, elles sont très très contentes d'avoir du lierre. Et alors, c'est très commun de couper le lierre parce qu'on pense que c'est un parasite et que ça fait mourir les arbres. Si j'ai 5 minutes à la fin, je vous raconterai une histoire, parce que alors, ça c'est vraiment des trucs qui me sont arrivés incroyables. Alors voilà, je voudrais vous inciter, sauf sur des arbres fruitiers où on a besoin de travailler, d'aller récolter des fruits, bon ben là c'est d'accord, on enlève le lierre, sauf sur des murs, parce que les lierres peuvent déchausser, alors bon là aussi on peut les tailler, mais dans les espaces verts, dans les forêts, c'est inutile de couper le lierre. Et le lierre a un inconvénient. Un des rares inconvénients qu'il est, c'est que si on a des neiges lourdes de printemps, par exemple chez nous, et que le lierre se met sur des arbres un peu faibles, la neige, comme le lierre est une espèce persistante, et les feuilles vont accumuler la neige et ça va faire casser les branches qui sont dessous. C'est le seul inconvénient. Voilà. Et puis ça permet à ces fauvettes à tête noire de survivre. Et il y a des tas d'animaux qui vivent dedans. On reviendra après dessus. Alors, paysage végétal et bords de route. Moi, j'ai mis presque 10 ans à convaincre les services du Conseil général de l'Isère, là où je travaillais, maintenant je suis à la retraite, mais j'étais conseiller technique en environnement, au Conseil général. Et une des premières choses que j'ai réussi à faire, mais alors j'ai mis beaucoup de temps, c'est à les convaincre de ne plus mettre de pesticides en bordure de route, c'est-à-dire de désherbant. C'est une idiotie et ça pollue vraiment beaucoup. Ça pollue les gens, c'est très dangereux pour les gens, parce que c'est une source d'asthme, d'allergie, de stérilité, de cancer. Ça maintenant c'est prouvé. Et alors vous voyez ce qu'ils faisaient? Avant c'était ça, à gauche. Donc ils fauchaient le talus, mais ils mettaient du désherbant sur 50 cm juste au bord d'une goulotte qui servait à accueillir les eaux de ruissellement. Et ça c'est complètement idiot. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un orage, l'eau ruisselle sur le talus, elle arrive sur la partie dénudée, et elle est entraînée dans la goulotte. Et ça part après dans les eaux de ruissellement. 1 gramme de pesticides pollue un fossé d'1 mètre de large, d'1 mètre de profond sur 10 km. Donc nous, on mettait des centaines de litres de désherbant en Isère, c'est-à-dire qu'on a pollué la Méditerranée. Alors regardez ça chez vous, Madame le maire, prenez un arrêté, interdisez systématiquement tous les pesticides. Et dans le parc de Chartreuse, par exemple, je suis au conseil d'administration du parc de Chartreuse, toutes les communes, on a arrêté. Et on a même fait mieux au conseil général maintenant. On dit, vous voulez une subvention pour une route? Ok, d'accord. Eh bien, vous vous engagez à prendre la délibération de ne plus utiliser sur les voies communales de pesticides. Et alors maintenant, c'est ce qu'on fait. Donc à droite, on fauche, mais on fauche intelligent. C'est-à-dire que s'il y a une station, on a fait des inventaires avec une association botanique, s'il y a une station d'orchidées, de plantes intéressantes, on la préserve et on met fauchage raisonné, nature protégée, 2 panneaux. Et on évite de faucher sur 40 mètres de hauteur, parce que ça ne sert à rien, ça coûte cher, et on laisse la végétation et la flore donc s'épanouir. Ce qui donne des bords de chaussée plus intéressants, plus attractifs, moins dangereux, parce que les conducteurs ils regardent, ils sont attirés par l'attention, ils sont tenus en alerte. Et alors, bon, voilà, les orchidées. Et les Anglais, ils ont fait un truc intéressant, ils ont fait un guide de la nature au bord des routes. Pour les gens qui ne peuvent plus marcher,
Il y a une petite voiture, tranquille, on regarde, par la voilà. Alors, soigner le paysage végétal, jardin bio, bien évidemment, pas de pesticides, on sait faire. On a du compost, etc. Alors, le compost, c'est un facteur de biodiversité incroyable. Il y a des tas d'animaux qui viennent dedans. Il y a le renard qui vient manger tous les soirs, le hérisson aussi, s'il y a un peu de croûte de fromage ou d'un peu de viande, ou des os, etc. Les lézards, les serpents, ils vont trouver la chaleur à l'intérieur pour nicher. Les musaraignes, etc. Enfin bon, il y a toute une faune. Et puis si vous avez des vergers, ben, prenez des vieilles variétés de fruits, de légumes, etc. Et en particulier les vieux fruits, là, avec l'association des croqueurs de pommes, c'est un facteur de biodiversité intéressant. Voilà. Alors, le paysage végétal en ville. Vous voyez, ça c'est une banlieue de Grenoble où on a un peu de difficulté avec des problèmes. Ben, c'est là la commune des Chirolles, là où les 2 gamins sont fait tuer, là. Vous avez vu ça dans l'actualité. Eh bien, on a une végétation qui monte sur les façades. Ça change de couleur selon les saisons et ça apporte une biodiversité. Je ne dis pas qu'on allait régler tous les problèmes d'environnement, tous les problèmes de cohabitation en ville et d'équilibre social avec une végétation appropriée, mais ça y contribuera. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici à Mélan. Quand j'étais assez proche du conseil municipal composé d'écologistes dans la commune de Mélan, ça c'est un nouveau quartier social qu'on a fait avec des logements en location, etc. Eh bien, on a fait une végétalisation des abords, des terrasses, et on a des jardinières sur toutes les terrasses, et on a donné à tous les nouveaux habitants, à l'époque 300 francs, c'était des francs, pour qu'ils achètent des graines. On a fait des cours de jardinage et après on faisait dans le quartier, avec l'union de quartier, des échanges de récoltes de ce qu'on cultivait dans les jardinières, sur les terrasses. Et puis alors, la partie soigner le paysage végétal, je vais la terminer là, avec le 5e mur, le toit. Alors vous ici, évidemment, des toitures plates, vous n'en avez pas beaucoup. Mais peut-être des châteaux forts, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, en ville, c'est des hectares et des hectares qu'on pourrait récupérer sur les toitures. Et ce seraient des hectares intéressants parce qu'ils seraient inaccessibles pour la plupart des gens et ils seraient accessibles pour la faune et pour la flore. On pourrait y mettre des ruches, on peut y faire des mares, on peut faire des tas de choses et ça serait vraiment intéressant parce que ce serait zone hors chasse. La plus grande colonie de dictème criard qui existe en Égypte, elle est sur les toitures de l'hôpital du Caire, parce que c'est du gravier pur. Et je pourrais vous raconter d'autres histoires où il y a, par exemple, au bord du lac de Neuchâtel, ils ont fait des garages pour les riches, les immeubles qui sont en bordure, ils ont fait des garages avec des toitures plates. Et alors, ils ont un système d'étanchéité, et puis l'eau descend par un chenot et rejoint le milieu naturel. Or, il y a des mouettes qu'on trouve astucieux de venir nicher dessus. Alors, elles se sont installées sur le gravier, etc. Et comme elles ont amené des végétaux, des plumes, etc., ça bouche les goulottes. Donc, il y a des mares qui se sont installées sur les toitures des garages. Et donc, toutes les rainettes du coin, elles ont dit, ouh, nous en bas, on nous enlève toutes les zones humides, alors on monte là-haut, on est tranquille. Et donc, il y a une belle colonie de rainettes sur les toitures, à côté des colonies de moitrieux. C'est quand même sympa. Vous voyez, dès qu'on leur laisse un petit peu une chance, ils marchent dessus. Alors, deuxième partie, offrir des gîtes. Alors, tout de suite, la fausse bonne idée, on met des nichoirs en bois, on bricole, on fait un atelier, là, et on met des nichoirs. Et bien, malheureusement, c'est une fausse bonne idée. Il faut mettre des nichoirs, mais pas en bois. Pourquoi? Parce que dans nos climats, le bois, il va se fendre, il va pourrir, les attaches vont rouiller, et le truc, il va tomber le jour où il y a un nid dedans. Et ça, c'est vraiment un truc. Alors, si vous voulez faire du bricolage avec une classe, ben, vous faites du bricolage, vous pouvez faire des tas de trucs avec du bois, sans problème. Mais ça n'est pas un atelier écolo. Si vous voulez vraiment faire un atelier écolo avec des nichoirs, vous faites des nichoirs en terre, ou vous achetez des nichoirs en ciment de bois vendus dans le commerce, ça vaut cher, mais ça dure 30 ans, et vous avez une chance, après, de poser les nichoirs. Alors ça, c'est un vrai atelier nichoir. Et puis d'observer ce qui se passe dedans. Et alors, Bernard, qui connaît bien les oiseaux,
et qui connaît bien notre ami Jacques Blandel, eh bien, on a fait en Corse et sur le continent avec Jacques, c'est surtout lui qui a fait, moi je l'ai aidé, une comparaison entre des nichoirs en bois et des nichoirs en ciment de bois, du type Schwegler, les nichoirs suisses. Et bien, pour les mésanges bleus, il a prouvé, et les Italiens ont fait la même chose, il a prouvé que pour les mésanges bleus et pour les mésanges charbonnières, le nombre de petits et le poids des petits à l'envol était bien plus important dans les nichoirs en ciment de bois que dans les nichoirs en bois. Pourquoi? Parce que le confort climatique à l'intérieur, il est essentiel pour tous les animaux qui vivent dans une cavité. Et c'est la même chose pour les chauves-souris. Faites un nichoir en bois pour des chauves-souris, s'il y a la moindre fente, eh ben, vous aurez du mal à avoir des chauves-souris dedans. Prenez un nichoir Schwegler en ciment de bois, vous avez plus de chances d'avoir. Voilà. Voilà les citelles dans un nichoir Schwegler. Et vous pouvez vous amuser. Si vous voulez faire du bricolage, ben faites un nichoir en terre, ça va vite. Et puis après, on va le poser. Ça, c'est intéressant. D'aller poser le nichoir, de repérer, de cartographier, et puis ensuite de repérer ce qui rentre et ce qui sort du nichoir. Si vous voulez vous amuser, vous faites une tête de chat avec l'oiseau qui rentre par la bouche. Voilà. Alors, des nichoirs. Alors, là, c'est un nichoir à moineau. Un nichoir en ciment de bois à moineau. Alors, oui, c'est pas ça. Non, c'est celui qui est au-dessus. Parce que les moineaux, ils aiment bien vivre en colonie. Alors, ils aiment bien papoter à l'entrée du nid, etc., avec les voisins. Bon. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais, ça, quand on met des nichoirs pour les moineaux, on n'y pense pas. Mais ça, c'est un nichoir qui marche très bien. Alors voilà différentes sortes de nichoirs. Vous avez le nichoir en haut, à droite, noir, c'est un nichoir à chauve-souris, une espèce de boîte aux lettres qui rentre par-dessous. Et puis là, en dessous, ici, vous avez un nichoir en ciment de bois pour grain de pro, il rentre sur le côté. Et puis tout en haut, là, vous avez un nichoir en bois que j'ai fait fabriquer. C'est-à-dire, moi, dès que je trouve une branche creuse, je fais un trou, je mets deux planches en dessous. Mais vous voyez que déjà, celle du bois, elle est en train de se fendre. Donc celui-là, maintenant, il n'existe plus, j'ai plus dans mon jardin. Voilà, les nichoirs chauve-souris ouverts. Il peut y avoir 50 chauves-souris dedans. Et puis n'hésitez pas, vous voyez, moi j'ai horreur de jeter les choses. Alors, il faudrait que tout le monde fasse la même chose parce que 500 kg de déchets par an par personne en France, on aura un problème. Bon, alors, moi j'avais un vieil arrosoir en plastique qui avait pris le gel. Donc il était fendu, je ne pouvais plus l'utiliser. Alors je me dis, tiens, je sais que les rouges-gorges, ils aiment bien les nichoirs comme ça. Bon, alors, je l'ai planqué dans ma haie de noisetier, et puis j'ai fait, il y a du lierre, alors j'ai mis du lierre aussi qui a tourné autour, et ben voilà, il y a un rouge-gorge qui est venu s'installer dans le nichoir, et puis quand il a fini, alors c'est chaque année maintenant, et alors je vais visiter mon jardin, je montre le nichoir en arrosoir, et puis quand le rouge-gorge est parti, il y a des mulots sylvestres qui rentrent par le bout de l'arrosoir, ils montent, et ils vont se mettre dans le nid. Voilà, ce rouge-gorge. Alors, ça, c'est un nichoir qui marche vraiment très très bien. C'est un nichoir à faucon cresserelle, mais c'est incroyable comme il marche bien. Alors, c'est très lourd, ça vaut cher, mais alors, c'est nickel. Voilà, un petit faucon cresserelle. Je vais un peu vite, hein, je m'excuse, mais... Alors ça, c'est un copain de la DDE, là, qui s'appelle René Boulet, qui a inventé ça. C'est des nichoirs faux appliques pour des chauves-souris contre des façades. Là-dedans, il peut y avoir 50 chauves-souris. Des pipistrelles, des oreillards. Voilà, des pipistrelles dans une fente, dans un mur de cave, pipistrelles communes. Alors quand j'ai acheté ma maison, il y avait un vieux tonneau. Alors bon, plutôt que le balancer, je savais pas quoi en faire, moi je bois pas d'alcool. Alors j'ai pris le tonneau, je l'ai installé dans un grand arbre. Bon, et puis après, alors il y a eu de l'écureuil, et puis un gros guépier qui s'est installé dedans, mais après j'étais obligé d'enlever parce que le fond était en train de pourrir. Et alors regarde, la chouette hulotte par exemple, elle adore ces nichoirs, ces grandes caisses, ces tonneaux, machin. Mais vous voyez qu'il y a un végétal, c'est du lierre. Et si vous cherchez des chouettes hulottes dans une forêt, eh bien, si vous avez des vieux arbres creux avec du lierre, c'est là-dedans qu'il faut chercher la chouette hulotte, par exemple. Mais l'écureuil, les chauves-souris, le noir, ils adorent ça, le lierre. Alors, je vais vous montrer 2-3 de mes amis qui sont des fous complets. Lui, c'est M. Jantet, l'ancien conservateur du muséum de Nîmes.
Il est fou d'insectes. Il est très compétent dans des tas de domaines, mais lui, c'est des insectes. Alors, dans son cas, depuis qu'il est à la retraite, dans l'arrière de sa maison, à Nîmes, dans la banlieue de Nîmes, il a mis des étagères, comme ça, il met des planches, il les perce avec des trous de différentes diamètres et différentes longueurs, et puis il met des boîtes de conserve avec des faisceaux de bambou, de petits morceaux de sureau, par exemple, avec de la moelle à l'intérieur, puis il regarde tout ce qui se passe. Alors il a installé une caméra vidéo sur un rail, tout le long, et en hauteur aussi, pour pouvoir voir avec sa caméra vidéo, avec un objectif macro, pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Alors il est dans son fauteuil, il regarde, dès qu'il voit un truc, il fait une commande, et puis la réalité du contrôle, pour voir. Alors, alors quand vous allez chez lui, il faut prendre le temps parce qu'il va vous montrer les derniers films qu'il a fait. Alors c'est un vrai safari. Alors là, c'est dingue. Il vous montre comment. Alors il y a des insectes, moi j'y connais rien du tout en insectes, il y a des insectes extraordinaires qui vont se poser sur une planche, qui vont écouter, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, ils écoutent à travers la planche, et puis s'ils entendent une larme à l'intérieur, ils ont un dard, ils sortent un dard incroyable de leur abdomen, alors aussi grand qu'eux, ils percent le bois et ils vont aller pondre à travers le bois sur la larve qui se trouve là-dessous. Et après, ils parasitent le truc, etc. Alors lui, il connaît les insectes, les abeilles solitaires, les trucs qui viennent dans ces trous. Il connaît aussi les parasites et les prédateurs de ces insectes. Il connaît aussi ceux qui font le ménage quand les insectes sont partis. Parce qu'il y en a qui mangent les déchets, etc. Ils crottent. Je vous dis, c'est un vrai safari. C'est très intéressant, mais c'est un vrai fou. Moi, j'adore ça. Et alors, faites ça chez vous. Parce que les murs insectes, ça gêne personne. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que les abeilles solitaires sont pollinisatrices, mais elles ne piquent pas. Alors, un truc qui est utile, qui ne pique pas, alors allons-y. Hein. Voilà, alors moi je m'amuse avec ça, mais on peut aussi faire des œuvres d'art. Ça marche très bien. Et c'est mieux qu'à la télé, hein, parce que quand on s'ennuie, on sort, on regarde, il y a toujours quelque chose de nouveau. On peut prendre un vieux tronc comme ça, on le perd, c'est la même chose. Vous avez plein de possibilités. Alors, dans le genre folie, moi, je replante des arbres morts. C'est-à-dire, j'avais un espace naturel à gérer, la base nature du bois français, dans le Grésivaudan, et je passais tous les jours devant un massacre. Il y avait un maire qui avait fait couper des saules têtards énormes parce qu'il voulait faire une zone industrielle, et je passais tous les jours devant ces saules. C'est vraiment idiot, c'est un paysage traditionnel du Grésivaudan, on aurait pu les garder, c'était bien, etc., etc. Bon, alors un jour j'en ai eu marre, je l'ai rencontré dans une réunion, je lui ai dit, mais attends, ces saules là, pourquoi tu les as coupés? Oh, on va faire un truc. Je lui ai dit, ouais, tu aurais pu les garder. Bon, allez, ils sont coupés. Qu'est-ce que tu peux me les donner? Ah bah oui, alors là, si tu les prends, tu les dégages. Alors je suis vite allé, j'avais un copain qui travaillait dans les carrières, il est allé les ramasser avec un camion et on les a replantés. Et bien, sur ces 7 saules têtards qui avaient été coupés depuis 3 ans, sur les 7, il y en a un qui a repoussé. Ah, c'est vraiment incroyable, ces saules comme ils sont durs à la mort. Hein. Bon. Et alors, celui qu'on est en train de planter là, il est juste à côté du parking de la base nature du bois français. Il existe toujours. Et on l'a mis comme ça pour montrer aux gens que ça peut servir de nichoir naturel. Ça fait un élément de paysage aussi, ça donne du relief. Et un jour, j'arrive en voiture et j'avais l'animateur de la Frontenac qui était à côté de moi, puis j'avais ramassé une mue de couleur. J'aurais pas dû parce que c'est interdit par la loi. Bon. Mais je l'ai fait pour une bonne cause. Alors j'avais une mue de couleur à l'esculape, et puis je lui dis, bah, tiens, on arrive là, tu prends la mue, tu vas la planquer dans l'arbre mort qu'on a planté, le vieux saule, comme ça, quand tu feras une animation scolaire, tu diras qu'on l'a fait parce qu'on veut qu'il y ait des reptiles, des machins trucs, et tu montreras, tu expliqueras la mue du serpent. Bon, moi je reste à l'attente, je l'entends crier, regarde, il dit, oh, tu sais pas, la couleur, elle y est déjà. Et pendant plusieurs années, on a montré la couleur dans le creux de l'arbre pendant la belle saison lunaire. Voilà. Ça, c'était dans le parc où j'habitais à Mélan, dans un parc de la commune, et donc il y avait un arbre qui avait été foudroyé. Ils voulaient le couper. Ouais, sécurité. Et bien moi, je leur ai dit, non, vous me le coupez en chandelle.
C'est-à-dire, vous coupez à 3 mètres de haut, et puis comme ça, on fera pousser du lierre dessus, ça fera un élément. Et ça, c'est vraiment un truc, ça sert à rien de couper les arbres au pied. Si on les coupe à 2 mètres de haut, ça gêne personne. Et alors, on peut le dire, ça c'est vraiment un truc, il ne faut jamais couper un arbre au pied. C'est idiot, sauf si c'est un arbre vivant qui va repousser en CP. Bon, alors, eh bien, là, comme il avait été fendu, j'ai un grain pro des jardins qui venait chaque année nicher là-dedans. Et c'était génial. Alors, gîte pour la faune, ben, les tas de bois. Ça marche très bien. Moi, je fais des tas de bois. Je mets un peu de vide au ras, je mets un peu des feuilles dedans, les buissons bien dedans, j'ai des muscardins, des tas de bestioles. Et ça, c'est un nichoir qui était cassé, et je l'ai mis dans un tas de bois, il y a un troglo qui s'est installé, troglodyte. Voilà, et puis lui, il est dans des clématites que j'avais fait pousser sur le mur de ma maison, juste à côté de la porte d'entrée, c'était sympa. Gîte pour la faune, et bien, tout ce qu'on peut faire en matière de reptiles, des tôles, des planches, des systèmes de bâches plastiques sombres qui attirent au niveau chaleur. Et dans mon jardin, et comme j'ai des problèmes de campagnol, j'aime bien avoir quelques couleuvres qui me règlent le problème. Donc je mets des petites tôles ou des bâches, et ma fille est en train de toucher une couleuvre verte et jaune. Et alors j'ai inventé un autre truc, c'est pour les gens qui ont peur des serpents, c'est ce que j'appelle une tôle à reptile. Vous prenez une vitre classique, et chez un vitrier, il y a des morceaux de vitre, des déchets sans problème. Il faut que ça soit plat, vous la mettez dans un endroit où il peut y avoir du reptile, pas trop chaud, pas trop froid, hein, mi-ombre, mi-soleil, en bordure de nuée, sur un linéaire de mur, etc. Et vous la mettez sur le sol. Et puis par-dessus, vous mettez une bâche caoutchouc sombre qui va donner de la chaleur et de l'obscurité. Et donc après, quand vous voudrez voir ce qui se passe, et bien vous soulevez juste la bâche et vous voyez ce qui est en dessous. Et comme c'est protégé par le verre, ben, si c'est un serpent, vous êtes rassuré. Et au moins, vous pouvez identifier le bestiau avant de lui foutre un coup de bêche sur la tête. Parce que ça vous évitera d'avoir à payer 6 000 € pour destruction d'espèces protégées. Et donc, là-dessous, bah, il peut y avoir des lézards, des grenouilles, des crapauds, des orgueils, des musaraignes, des campagnols. Venez chez moi, ça marche à tous les coups, je fais visiter. Et la dernière fois, j'ai soulevé, alors là, j'étais un peu énervé parce que j'ai un noyer, et j'ai trouvé 1 kilo de noix amené par les mulots sous ma tôle. Alors je trouve un peu fort, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de noix cette année. Voilà. Alors on peut faire ça avec des étagères métalliques, d'armoires métalliques. Hein, on en trouve des wagons de partout, ça. Alors moi je les prends en noir pour qu'elles attirent un peu la chaleur. Je mets un bout de système pour soulever avec un bout de câble électrique. Et puis, comme elles ont une corrière, comme ça sur le côté, eh ben, les bestioles peuvent se cacher dessous. Ça marche très bien pour faire des inventaires de reptiles. Alors, on peut aussi faire des tas de pierres. Mais il faut éviter de les faire en îlot, parce que les animaux qui viennent sur ces tas de pierres, ils ont horreur d'avoir à passer à un endroit découvert. C'est normal, c'est un endroit où ils seront fragiles en matière de prédation. Donc, il vaut mieux les faire en linéaire. Voilà, donc le long d'un mur, le long d'une haie, sur un chemin, enfin bon, voilà, une femelle de lézard-mère en train de se chauffer. Alors ça, c'est un deuxième fou, Marcel Méric, qui a été un copain de Robert Renard, qui a introduit des castors, il fait des tas de trucs. Et alors lui, il a un vieux mazès, une vieille maison en pierre dans la banlieue de Nîmes, dans une zone de garrigue. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des gîtes à amphibiens, à crapauds, à lites. Alors, dans le sable, il amène du sable, et puis avec la main, il fait une petite cloche comme un point, comme ça, il tire pour faire un accès, et puis par-dessus, il met une grosse pierre. Et alors, quand il soulève la pierre, là-dessous, il y a un crapaud à lite, mâle, avec ses œufs, là, tranquille. Bon, ça, c'est le genre de petite bricole, on peut faire ça, on peut s'amuser. Puis les gamins qui voient que ça marche, alors là, c'est super. Alors, les vieux murs, ben, c'est toujours des gîtes intéressants pour la faune et la flore. Alors ici, vous êtes gâtés, mais donc, regardez, la faune des côtés nord, des côtés sud, c'est jamais les mêmes choses. On peut trouver des tas d'espèces, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Mais vous allez aussi utiliser des souches, des trucs
La plupart des gens, quand ils voient un truc comme ça, ils vont aller le baigner dans un dépôt d'ordures, dans un fossé, dans une ancienne décharge, etc. C'est idiot, ils vont dépenser de l'énergie pour rien. Alors qu'on peut, les Anglais sont très forts pour utiliser ce qu'on appelle les accidents de terrain. C'est-à-dire, au lieu de faire tout plat, tout droit, eh ben, il faut que ça soit le plus varié possible. Et donc, une vieille souche comme ça, c'est un trésor. Moi, je les recherche, et quand on fait des raménagements de carrière, on est content d'utiliser ça parce qu'on va, éventuellement, si on a un peu de côté artistique, on va sculpter un truc dessus, on va planter des trucs, on va faire des tas de pierres, et ça va être très intéressant au niveau biodiversité. Vous voyez, ça, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à un de mes amis. Il avait une grande pelouse bien tendue et puis une grande baie vitrée. Et alors, je lui ai dit, mais écoute, moi je te fais un cadeau un peu spécial. Alors, bon, j'ai amené ça, là il n'a pas trop compris. J'ai dit, ben voilà, je l'ai installé, alors je l'ai bien installé, ça fait un élément de décor. Et puis quand il a vu qu'il y a un troglodyte qui est venu s'installer dedans, que je lui ai dit, ben, tu vois, tu mettras tes graines de tournesol là, dans le creux, etc. Depuis, il s'est acheté une caméra vidéo, il est fou d'oiseaux, il est toujours devant sa baie vitrée à regarder ce qui se passe. Et alors, il m'a remercié, il m'a dit, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Alors, n'hésitez pas. Ah, c'est quand même mieux que de faire des petites cabanes comme ça, parce que là, faire des photos avec ces petites cabanes-là, c'est pas génial. Bon, c'est un service. Alors, on est dans la troisième partie, vous avez remarqué, nourriture et boissons pour les oiseaux. Alors, donner de la nourriture pendant l'hiver, c'est intéressant. Graines de tournesol bio au minimum, on peut mettre aussi des trucs par terre, des vieux fruits, des noix, des noisettes, des kakis, il peut y avoir plein de choses à donner. Mais moi je préfère faire des mangeoires qui soient plus naturels. Vous voyez, à gauche là, on a un arbre creux qu'on a limité un peu, puis on a fait des trous dedans, mais on met la bouffe dedans, et c'est mieux que la petite cabane qui est à droite. C'est plus joli pour faire des photos. Si en plus vous pouvez faire monter du lierre ou de la rivière ou des choses comme ça, c'est sympa. Ça, c'est une mangeoire que j'ai installée dans un gîte 4e étoile dans les Alpes de Provence. Il fait payer très cher, mais il y a un public très, très huppé, dans un cadre extraordinaire. Et donc, on lui a fait toute une série d'aménagements pour que les gens puissent observer la faune et la flore, et ils sont ravis. Faites des trucs comme ça devant les restaurants d'entreprise. Et puis sur les vitres, vous faites dessiner les dessins des oiseaux par des enfants du quartier. Et puis vous allez voir que finalement, tous les gens sont surpris de voir qu'un chardonneret, ça existe. Une citelle, c'est vachement beau. Eh ben, ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu. Ils connaissent les éléphants et les lions, mais l'accenteur mouché, ils ne savent pas, le mouvement, ils ne connaissent pas. Voilà, alors, quand on a un gros bec, ça c'est mes mangeoires chez moi, dans ma maison, donc avec verdier, maison charbonnière, un gros bec, moi j'ai des mangeoires, j'en suis à 37 espèces différentes qui viennent à mes mangeoires. Et je suis un distributeur à noix pour les écureuils, et puis les pics viennent. Alors les pics, j'ai compris leur problème parce que quand ils prennent une noix, puis qu'ils la posent par terre, puis qu'ils tapent dessus, la noix se crame. Ils sont obligés, ils reviennent. Ils n'arrivent jamais. C'est comme vous avec une savonnette. Alors, dans la salle de bain. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un arbre creux avec des emplacements de branches qui sont tombées, et il y avait juste les trous pour mettre les noix. Alors là, c'est super. C'est le coup de l'étau, donc je mets mes noix. Alors le pic, il arrête, il tape dessus. Dès qu'il est ouvert, il se fait chasser par toutes les maisons qui viennent bouffer derrière les noix qu'il a ouvertes. Alors l'eau, c'est important. Donc ça, c'était un bassin qui existait dans ma propriété, mais malheureusement, c'était un bassin rectangulaire avec des... C'était dans une pente, et évidemment, les animaux descendaient dedans pour boire ou se reproduire, comme des amphibiens, mais ils ne pouvaient plus sortir, ils se noyaient. Alors j'ai cassé le mur en béton armé, j'ai eu du mal, mais j'ai rattrapé la pente de telle sorte qu'ils puissent rentrer, sortir, et ça a marché. J'ai crapaud sonore à ventre jaune qui vient de temps en temps, pas toutes les années, se reproduire. Là, c'est une attitude de défense, il montre qu'il a du jaune et du noir, et que c'est donc un animal venimeux pour les prédateurs. Alors, on peut aussi faire des petits points d'eau. Oui, enfin, j'abrège. Donc, c'est très simple. Vous prenez une gamate pour faire du béton, vous la mettez dans le sol, une petite bâche par-dessus pour quand même
faire en sorte que les animaux, ou un tissu pour que les animaux puissent remonter, et puis vous remplissez, voilà, et puis vous avez un petit milieu tranquille. Vous pouvez faire aussi des mares, alors ça je suis maintenant professionnel des mares, parce qu'avec le Conseil général, on subventionne les communes pour créer une mare pédagogique dans chaque commune. On en a fait 57. J'espère qu'ils vont continuer. Bon, j'y suis plus, mais j'espère qu'ils vont continuer. Alors voilà, on trace le terrain, on creuse, on fait des strates de 40 cm, on va jusqu'à 1,20 m, on enlève tout ce qui dépasse comme truc contondant, rocher, racines, on met du sable par-dessus, on met un géotextile et après on met une bâche en caoutchouc, donc organique, qui ne pollue pas et qui fait 1,14 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle une bâche EPDM. Et ensuite on fait un décor sur les berges et on met un peu des pierres dedans, etc. On travaille le truc et pratiquement un mois après, voilà ce que ça donne. On ne voit plus la bâche et ça devient extrêmement intéressant. Ça, voilà, encore une mare avec des bâches, sans problème. Alors, si on a un petit accident de terrain, on le garde. Ça fait du bien pour les tritons alpestres. Bon, ça c'est un truc de fou qu'on a fait avec un autre fou. C'était un bassin de béton. On a fait une falaise avec des rochers de 100 kg, d'une tonne, qu'on a tous manié avec des criques et tout pour faire une falaise. Derrière, on a rempli avec des pierres. Et puis voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a 7 espèces de chauves-souris qui viennent voir. Des libellules, il y en a 15 espèces, et des rainettes. Voilà, dernière partie, pour conclure, c'est tout ce qui est danger et piège mortel pour la faune. Alors, les chats. Moi, j'ai une chatte, elle s'appelle Arroboise, elle est célèbre parce que j'en parle de partout, et elle est adorable, mais alors elle est chasseuse, incroyable. Et alors, elle ne sort qu'à un certain moment de la journée. On l'appelle, elle revient, elle ne sort qu'avec 2 grelots. Pourquoi? Parce que quand on n'en met qu'un seul, ces chats, ils arrivent à coincer le grelot avec les peaux, comme ça, alors que si on en met 2, là, ils se cassent la figure. Alors bon, mais elle va quand même attraper quelques bestioles. Autre piège mortel, c'est les trous ras du sol. C'est très souvent, vous demandez aux gens, est-ce que vous avez des salamandres dans le coin? Ah ouais, dans mon compteur d'eau, moi j'ai des salamandres. Je dis oui, elles sont en train de crever. Ah bon? Ben oui, elles sont descendues dedans, mais elles ne peuvent plus remonter. Donc, elles vont crever. Alors, sauf si votre compteur il est vachement large et qu'il y a suffisamment de petits insectes, d'invertébrés dedans, elles vont crever. Et encore, il y a 2-3 jours, j'ai sauvé une salamandre avec quelqu'un qui pensait que c'était toujours la même salamandre, mais non, c'est des salamandres qui descendent dedans, qui crèvent, qui disparaissent, et il y en a une autre qui arrive derrière, et c'est des puits sans fond pour toutes les salamandres du quartier. Et si vous faites un inventaire de faune, je te conseille ça d'ailleurs, Daniel, si tu veux savoir les salamandres de tout le Morvan, tu vas voir les petits qui font les relevés de compteurs d'eau et tu leur demandes de noter tous les endroits où ils ont des salamandres dans les compteurs d'eau. Et bien tu vas voir le paquet. Bon ben voilà, le type là il me dit ah ben j'ai des ornets, mais moi je les protège. Oui, ok, on soulève, il y en avait 5, il y en avait 3 de morts. Je dis ben voilà, votre truc, il faut soit les empêcher de descendre dans ces trous qui sont des pièges mortels, soit leur permettre de remonter. Voilà. Alors, autre piège, un filet pour les filets de pêche sur une plage pour les hérissons. Les trous ras du sol, alors ça c'est les gros systèmes pour faire de l'oxygène et de l'eau pour les plantations en ville. Voilà. Mais il y a des tas de bestioles qui tombent dedans qui ne peuvent plus remonter, les anges noirs par exemple. Ça c'est un système d'irrigation où là les crapauds communs descendaient dedans et puis ne pouvaient plus remonter. Il y avait dans ce verger industriel, on a sauvé 150 crapauds en une matinée. Alors que les crapauds, ils sont capables de manger un gros paquet d'espèces qui sont extrêmement déprédatrices pour les vergers. Donc c'est très bien. Voilà, un trottoir comme ça, pour une salamandre, c'est impossible à passer. Donc il faut réfléchir même à l'échelle, à petite échelle chez vous, vous pouvez avoir des trucs. Les bassins comme ça, en plastique, là on est en train de sortir un cadavre de martre. C'est à Champs-Rousse. Alors n'allez jamais faire du ski à Champs-Rousse. Pourquoi? Parce que le maire il refuse qu'on fasse un échappatoire à ce bassin-là. Il est content que des renards, que des martres se fassent noyer là-dedans. Alors on a inventé un échappatoire pour ces bassins, ces fameux bassins en plastique. C'est
un grillage grossier très solide, en plastique, qu'on moule dans du béton, dans un tuyau de PVC, et puis en bas, donc évidemment, comment dire, on accroche avec 2 fers à béton au-dessus, et la longueur dépend exactement de la profondeur du bassin. C'est le seul système qui marche. On a essayé des tas de trucs, ça flotte, ça part, ça se casse. Il n'y a que ça qui marche. Donc, prenez-en de la graine. Mais c'est mieux de faire des bassins étanches avec une végétalisation et de la terre par-dessus, comme ça. Maintenant, ces bassins plastiques, au Conseil général, on n'en fait plus, parce que c'est des pièges mortels. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous expliquer que restaurer la biodiversité chez soi, c'est, premièrement, respecter la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, en période de crise, on a besoin d'un renouveau de morale. Hein, on parle de refaire de la morale dans les cours d'école. Moi, je suis pour. Parce que respecter la vie, apprendre aux gens que n'importe quel être vivant a droit de vie à nos côtés, a droit de vie. Et que celui qui ne respecte pas cette vie, eh ben, il a une morale qui n'est pas correcte pour la collectivité, eh ben, c'est bien. Deuxièmement, c'est vivre dehors. Pourquoi? Parce que si on fait des trucs dans son jardin, eh ben, on va être dehors, on va décoller, on va faire un peu de sport, ça va être très bien. Vous voyez? Je vais être dans les temps. Ensuite, c'est goûter aux saisons et à la météo. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est éviter les transports. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un environnement pénible, minéral, vous n'avez qu'une envie le week-end de prendre votre bagnole pour aller dans le parc national le plus proche. Je vous comprends. Mais si vous créez un parc national sur votre terrasse ou dans votre jardin, le désir d'aller faire des kilomètres et dépenser de l'argent, c'est moins important. Donc plus on fera ce genre de choses, moins on aura besoin de transport et d'énergie. C'est aussi prendre son temps. Alors je suis très mal placé pour parler de ça. Je le dis toujours, je le fais jamais. J'ai tellement envie de faire de choses, mais bon, si de temps en temps, en vacances, j'ai jamais de montre, mais c'est bien. Faites-le. Et puis c'est aussi un immense plaisir. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de vous raconter, et ce petit Mireluchon, il ne va pas me contredire. Merci.